Donc nous allons reprendre à partir de la proposition 28, on n'avait pas pu aller tout à fait jusqu'au bout, et ça tombe bien parce que ça fait, je crois, une belle transition entre les propositions antérieures et celles que nous allons expliquer aujourd'hui. Donc la 28 est la suivante. Tout ce que nous imaginons qui mène à la joie, nous nous efforçons d'en procurer la venue. Tout ce que nous imaginons qui lui est contraire ou mène à la tristesse, nous nous efforçons de l'écarter ou de le détruire. Alors, il n'y a rien de nouveau véritablement dans cette proposition 28. L'intérêt, c'est qu'elle résume, je dirais, avec beaucoup de force et de conviction, ce qu'on a vu dans les propositions précédentes et ça prépare la compréhension des suivantes. On s'aperçoit en lisant cette proposition, une fois de plus, qu'il y a un seul critère au fond chez Spinoza. C'est le critère de la puissance, c'est le critère de la joie qui est associé à cette puissance. Une seule chose peut nous conduire à la joie, c'est d'augmenter notre puissance d'être, c'est-à-dire d'accomplir en quelque sorte la nature que la nature nous a donnée. La nature de la nature, c'est un livre d'Edgar Morin, c'est peut-être cela qui contamine mon esprit en vous disant cela. Un beau livre d'Edgar Morin, du grand Edgar Morin. Donc la joie, la tristesse sont les guides, doivent être les guides au fond de nos existences. Alors bien entendu, nous sommes dans une perspective, nous l'avons déjà bien vu à plusieurs reprises et nous le reverrons aujourd'hui et les fois suivantes, qui peut troubler dans la mesure où elle est totalement amorale, pas du tout immorale, mais totalement amorale. Nous sommes en dehors du bien et du mal, qui ne sont plus du tout des critères, ce sont des illusions au fond, dont nous devons nous débarrasser d'une certaine manière et qui contribuent largement à nous rendre malheureux. Donc on pourrait accuser Spinoza d'égoïsme ou d'égocentrisme, mais ce serait, comme on l'a fait à propos de Nietzsche, ce serait un peu vite oublié que en accomplissant notre nature, nous allons bien au-delà de nous-mêmes. Il y a un très beau petit paragraphe de Nietzsche que j'ai souvent cité dans son œuvre posthume, qui est écrit à l'époque où il découvre Spinoza. Alors Spinoza n'est pas cité, mais il est probable que Spinoza a inspiré un petit peu ce paragraphe. Nietzsche dit « Débarrassons-nous de ces concepts, de ces faux concepts d'égoïsme, d'altruisme, qui n'ont pas de signification, qui sont des concepts creux, de la moraline, comme disent certains aujourd'hui. Débarrassons-nous de ces concepts-là. » Donc ce serait de l'égoïsme si effectivement je m'affirmais au détriment de l'ensemble. C'est ça l'égoïsme, si je pensais à moi contre le reste du monde. Mais c'est pas du tout ça. Puisqu'au contraire, en allant dans le sens de ma nature, je vais dans le sens de la nature avec un grand N, je participe à la nature de Dieu, et donc il n'y a que, je dirais, de l'affirmatif dans cette position-là. Bon. Alors bien entendu, on est sur le fil du rasoir, dans la mesure où, mais on va bien le comprendre aujourd'hui, cela, très nettement, dans les propositions de la fin du livre 3, certains diront, mais au fond, le serial killer qui suit ses pulsions a peut-être l'impression, lui aussi, de suivre sa nature. Bon, eh bien, on verra que Spinoza a des arguments sérieux contre ce qui serait effectivement une dérive et une sorte de confusion extrêmement inquiétante de sa philosophie, dans la mesure où il va distinguer effectivement les bonnes passions des passions tristes, dans la mesure où il distingue l'action de la passion, et dans la mesure où quelqu'un qui est soumis à quelque chose qui est en lui et qu'il ne connaît pas et qu'il ne maîtrise pas, n'est pas quelqu'un d'heureux. Bon, et donc, il n'est pas soutenable d'un point de vue spinoziste de considérer que quelqu'un qui vit dans le mal, dans la perversion, dans la haine, accomplit vraiment sa nature et est aussi respectable que quelqu'un qui progresse vers la béatitude. Bon, bien entendu, sur un plan métaphysique, mais il faut distinguer les plans, et c'est ce que nous avons souvent du mal à faire en philosophie. Sur un plan métaphysique, je vous renvoie à la lettre 21, bien entendu, les deux font partie de la nature. C'est ça la difficulté, bien évidemment. Même si l'un, comme dit la magnifique conclusion de la lettre 21, accomplit sa nature dans l'autodestruction et dans le malheur, c'est l'homme mauvais, c'est l'homme qui est dans les passions tristes, et l'autre accomplit sa nature en se développant, en s'épanouissant et dans la joie. Il n'empêche bien entendu, si je me situe au point de vue le plus élevé, qu'on va appeler le point de vue métaphysique, c'est-à-dire le point de vue de la totalité, ils font tous les deux partie de la nature. Donc ils sont tous les deux, entre guillemets bien sûr, voulus par la nature, et voulus par Dieu. Ils font partie de
de ce que d'un point de vue monothéiste on appellerait la création, et que d'un point de vue spinoziste on appelle tout simplement la nature, le réel. Ils font partie du réel, bon, ils font partie intégrante de ce réel. Et si, dit Spinoza à plusieurs reprises dans son œuvre, vous me demandez pourquoi la nature a voulu des criminels et des serial killers, Spinoza, avec beaucoup d'humilité, vous dit « je n'en sais rien ». Et si vous connaissez un philosophe qui a répondu à cette question à laquelle Spinoza ne répond pas, présentez-le-moi de toute urgence, je deviendrai son disciple vénéré. Bon. Personne n'a jamais répondu à la question du mal, bon, à la question de savoir pourquoi, dans le monde tel qu'il est, existent des choses qui nous semblent incontestablement mauvaises, scandaleuses, honteuses, qui ne devraient pas exister. Bon, Spinoza n'a aucune réponse. Personne n'a de réponse à cette question. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est de savoir si, devant ces réalités qu'au premier abord, au premier jugement, je dirais presque d'instinct, nous jugeons scandaleuses ou mauvaises, le problème, c'est de savoir quelle attitude mentale nous devons avoir par rapport à ces réalités. Est-ce que nous devons développer en nous la haine de cette partie du monde? Est-ce que nous devons développer des fantasmagories qui nous amènent à penser qu'on pourrait, que le monde aurait été meilleur sans ces réalités, en nous mettant tout bonnement à la place de Dieu? Je refais le monde et je dis à Dieu, tu as raté ton coup, moi j'aurais fait un monde sans Adolf Hitler et sans la Shoah, mais pour qui je me prends? Encore une fois, je repose cette question, pour qui est-ce que je me prends? Pour ainsi me situer au point de vue de la totalité et me prétendre meilleur créateur que le créateur. Je raisonne ici en termes évidemment religieux, c'est pas dans un langage qui n'est pas celui de Spinoza, même s'il emploie régulièrement ce langage par pédagogie, je dirais. Donc, la question c'est de savoir effectivement comment nous conduire par rapport à cela. Donc Spinoza est persuadé, on peut le considérer naïf peut-être, on peut le contester sur ce plan, que nous avons une sorte de critère absolu, absolument fiable, aussi fiable que l'était pour Descartes la certitude intérieure du cogito, du je pense. Et là, il y a une sorte de parallèle intéressant à faire. Nous avons un critère absolu qui est la joie. Nous sentons en nous les forces affirmatives. Nous sentons en quelque sorte quand nous allons dans la bonne direction. Nous ne pouvons pas nous tromper nous-mêmes. Et une fois de plus, je fais ce parallèle étonnant, qui m'étonne le premier, mais que je suis bien obligé de faire, que j'ai fait la semaine dernière, entre deux philosophes absolument opposés d'un point de vue métaphysique, qui sont Spinoza et Sartre. Vous savez que Sartre ne croit pas au fait de se tromper soi-même. Il appelle ça la mauvaise foi, c'est-à-dire celui qui se trompe lui-même, en fait ne se trompe pas lui-même. Bon, celui qui choisit la lâcheté sait parfaitement qu'il a choisi la lâcheté, et pourquoi il l'a choisi. Bon, et Sartre, évidemment, est tout proche, au fond, à ce moment-là, de Spinoza, et il y a une sorte de transparence, de lucidité absolue de l'individu par rapport à lui-même, et donc Spinoza est persuadé que, je reprends mon exemple, un serial killer ou un criminel averti qui prétendrait qu'il est dans la joie en accomplissant ses crimes, mentirait. Se mentirait à lui-même et mentirait aux autres. Parce que la joie est un critère absolu. Donc, on retrouve le privilège, effectivement, de l'entendement qu'on va voir dans tous nos paragraphes d'aujourd'hui. Tout est une question de perception, d'intelligence. Et on va voir dans les propositions qu'on va commenter aujourd'hui que son Spinoza est très proche de la pensée grecque, qui est une pensée donc pré-chrétienne, en deçà du bien et du mal, j'ai presque envie de dire, pour inverser la formule nietzschéenne. Et donc, il retrouve Socrate, et il retrouve le fameux « nul n'est méchant volontairement » de Socrate. C'est-à-dire que le criminel est un ignorant. Là encore, d'un point de vue métaphysique, ne me demandez pas et ne demandez pas à Spinoza pourquoi il y a des ignorants dans le monde et pourquoi on n'est pas tous sages, omniscients dans la béatitude. Spinoza vous répondrait « je n'en sais rien ». Mais c'est pas pour autant que nous allons mettre sur le même plan le sage et le fou. Il y a des sages et il y a des fous. Alors, bonne question. Très simple en fait à résoudre. Nous le verrons dans la 4e partie de l'éthique. C'est toute la doctrine politique au fond de Spinoza. Nous devons condamner sans juger moralement. C'est-à-dire que la société va se défendre
contre ceux qui portent atteinte à ses membres, hein, mais elle doit le faire dans une sorte de sérénité, sans prêter une culpabilité ou une perversion aux individus qu'elle condamne. Elle fait œuvre, je dirais, d'hygiène presque, en quelque sorte. Elle fait œuvre thérapeutique, pas plus que le médecin ne juge que les microbes qui vous ont envahi sont des serial killers qui auraient pu vous traiter avec bienveillance. Hein. Ben, il les éradique tout simplement, ces microbes, hein, et vous en êtes très heureux. Hein. Je cite à nouveau une belle formule de Nietzsche dont je vous ai déjà dit que j'ai des doutes, et j'ai toujours pas vérifié, il faudra quand même que je le fasse. Est-ce qu'elle est de Nietzsche ou est-ce qu'elle est de Philippe Granarolo? Parfois, je finis par confondre, tellement je suis dans cet auteur depuis 35 ans. Mais il me semble, je vous l'ai dit, je crois, déjà, il y a une semaine ou un peu plus, il me semble, et je l'ai cité régulièrement sans avoir pris la précaution de vérifier, j'ai la quasi-certitude, et peut-être que vous pourrez m'aider si vous avez la curiosité de vous y plonger, qu'il y a dans le Gai Savoir un petit paragraphe quelque part où, au sens large bien évidemment, je ne cite pas littéralement, Nietzsche semble dire « Heureusement que notre corps n'est pas chrétien ». Imaginez les anticorps devant un agresseur, plein de compassion, ce petit microbe a le droit de vivre, il est vivant comme nous, laissons-le envahir notre corps, on serait tous morts. Bon. Heureusement qu'il y a dans notre corps des luttes féroces, hein, des luttes à mort, hein, et que tant que nous nous portons bien, à moins d'être victime d'une terrible maladie auto-immune par exemple, tant que notre corps est sain et bien portant, il n'a pas de pitié pour tout ce qui l'envahit et qui peut le détruire. C'est une lutte à mort à l'intérieur du corps. Bien. Donc vous voyez que la question que vous posez, qui est importante évidemment, qui est la question de la criminalité à l'intérieur d'une société, ne pose guère de problème au fond à Spinoza. Hein. L'idéal serait, mais ça c'est un idéal peut-être très élevé, que le juge lui-même, quand il condamne un criminel, ne le juge pas moralement, hein, mais accomplisse sa fonction, je dirais, de médecin de la société, hein, en faisant en sorte que, peut-être que si on peut améliorer cet individu, ben, il faut très certainement le faire, mais il faut d'abord que la société se protège des atteintes intolérables de ce genre d'individu, et donc il n'y a pas de... il n'est pas nécessaire, nous sommes tellement, je dirais, englués, pardonnez-moi l'expression, elle est un peu violente, mais elle n'est pas fausse pour autant. Nous sommes tellement englués dans une morale d'origine monothéiste judéo-chrétienne que nous imaginons mal comment on peut punir sans condamner moralement. C'est parfaitement possible. C'est parfaitement possible. La condamnation morale, je dirais, est un surcroît en quelque sorte qui vient s'ajouter à la punition et qui vous emmène dans ces fantasmagories dangereuses d'un point de vue spinoziste, bien sûr, qui consisterait à dire que cet individu aurait pu agir autrement qu'eux, hein, que la nature serait meilleure s'il n'y avait pas des individus ayant de telles pulsions. Donc, encore une fois, vous refaites le monde, vous redonnez une essence à cet homme qui n'est pas la sienne, hein, et vous vous lancez dans des constructions mentales qui n'améliore pas les choses, parce que je ne vois pas en quoi penser que cet individu aurait pu faire un autre acte que le sien améliorera en quoi que ce soit la société et le monde. La seule chose qui peut améliorer à l'instant T la société, c'est de faire en sorte qu'il n'accomplisse pas ses actes, hein, et qu'il ne réitère pas ses actes. C'est la seule chose qu'on peut espérer. Donc, posez-vous la question très simple, qu'est-ce que nous apporte de positif le fait que la condamnation s'accompagne d'un présupposé de libre arbitre, s'accompagne du fait que l'individu qui a mal agi aurait pu agir différemment, qu'il est donc coupable, que nous apporte la notion de culpabilité. Nietzsche posera admirablement cette question, hein, dans La généalogie de la morale. C'est la seule question qui est posée en fait tout au long de La généalogie de la morale, qui est un livre magnifique, difficile, mais qui est... Donc on a cette réflexion chez Nietzsche qui a été un petit peu, je dirais, l'expression est maladroite, mais enfin à la mode, ou qui était dans l'air du temps. Nietzsche avait lu, ou en tout cas avait influencé, je ne sais plus au niveau des dates exactement ce qu'il en est, un Français important qu'on a oublié généralement, qui s'appelait Jean-Baptiste Guyot, hein, et qui avait écrit un livre qui avait beaucoup marqué les esprits à la fin du 19e, qui s'appelait « Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction ». Une morale sans obligation ni sanction. Alors il va encore plus loin, Guyot, hein, il imagine comment on pourrait
se débarrasser même de la notion de sanction. Bon, là, on est évidemment dans une utopie sans doute un petit peu naïve. Bon, mais il y a de belles choses chez Guyot. Il y a de belles choses. Il a inspiré beaucoup de philosophes à la fin du 19e. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, on va... Oui, je vous en prie. La mauvaise foi de Sartre, oui. Elle nous amène à beaucoup plus de lucidité, en fait. Parce Oui. qu'il y a un examen qui est quand même assez profond de justement ce qui fait justement la mauvaise foi Alors, de quelqu'un, bon. cette espèce d'impossibilité à aller plus de l'avant ou pour des raisons tout à fait personnelles. Alors, En fait, vous m'amenez à compléter un peu ce que je viens de dire. C'est pas la mauvaise foi, si vous voulez, qui nous amène à plus de... La mauvaise foi, c'est précisément le contraire de la lucidité. Oui. Hein, bon, C'est donc la façon recherche dont vous dans la présentez, foi. mais j'ai compris ce que vous voulez Oui, dire. voilà, J'ai compris ce que vous la voulez dire. Bon, ce que je voulais simplement montrer, c'est que on a... au fond, est-ce que c'est si étonnant que ça? Sartre est un cartésien. Incontestablement un cartésien. C'est philosophe fondamentalement, viscéralement cartésien. Hein. Je l'ai toujours jugé comme étant un vulgarisateur de la thèse sartréenne du libre arbitre, parce qu'au fond, tout ce qu'il a dit est déjà présent chez Descartes. Si on lit bien Descartes, tout est déjà là chez Descartes. Bon. Est-ce qu'il est si étonnant que ça, que Spinoza, qui, il est vrai, est un philosophe qui conteste le libre arbitre, qui est un philosophe de la nécessité, mais qui est néanmoins un cartésien au sens large du terme, qui a été marqué profondément et qui doit presque tout, et il ne l'a jamais contesté, à la lecture de l'œuvre de Descartes. On le classe dans les histoires de la philosophie parmi les cartésiens. Leibniz, Spinoza, Malebranche sont classés comme des cartésiens du XVIIe siècle. Tous les philosophes qui ont suivi Descartes ont été des cartésiens. Donc, est-ce qu'il est si étonnant, finalement, que malgré l'opposition qui semble considérable entre un théoricien du libre arbitre, Descartes, et un théoricien de la nécessité, Spinoza, qu'ils se rejoignent sur certains plans? C'est peut-être pas si étonnant que ça. Hein. Donc, pour en revenir à la mauvaise foi, effectivement, Sartre se retrouve très proche de Spinoza, avec l'idée que je ne peux pas me tromper moi-même. Ça, la mauvaise. Hein. oui, je crois me tromper, je fais semblant de me tromper. Hein, bon. Mais au fond de moi, je ne me trompe pas moi-même. Hein. Chacun d'entre nous, selon Sartre, sait qu'il a fait un choix, hein, qu'il aurait un choix radical, et qu'il doit assumer totalement. Et donc, l'idée sartrienne, c'est qu'effectivement, l'individu qui est de mauvaise foi, qui, pour employer un langage un peu vulgaire, se raconte des salades, cherche à tromper peut-être les autres, mais ne se trompe pas lui-même. Aucun d'entre nous ne peut se tromper soi-même. Bon. Et donc, on a encore le choix entre la joie et ah oui, la tristesse. oui, tout à fait, tout à fait. Oui, hein. Alors, évidemment, les métaphysiques sont fondamentalement différentes, mais on a cette proximité, hein, qui, curieusement, chez Spinoza, qui est un philosophe hyper intellectualiste, et c'est ce qui fait peut-être sa grandeur, son originalité extrême, l'équivalent de la lucidité sartrienne, qui est une lucidité intellectuelle, va être une lucidité quasiment émotionnelle chez Spinoza. Bon. Les critères sont la joie et la tristesse. Bon. Le critère n'est pas l'intelligence. Bon. Le critère n'est pas intellectualiste. Donc Spinoza est un philosophe qui, d'un côté, je l'ai souvent répété, on l'a bien vu l'an dernier en particulier, est incontestablement un philosophe hyper rationaliste, hyper intellectualiste. Il n'y a aucun autre salut que l'intelligence et la compréhension de soi et la compréhension du monde, mais c'est en même temps, et de façon très étonnante, sauf quand on a compris le système de Spinoza, évidemment, le parallélisme que vous avez déjà compris, mais au départ ça peut sembler étonnant, c'est un philosophe qui donne une part à l'affectif et à l'émotionnel qui est tout à fait considérable. Tout à fait considérable, ce qui n'était pas du tout le cas chez Descartes. Bon, Descartes continue à avoir une approche quasiment stoïcienne. Il pense que les émotions sont des empêcheurs de tourner en rond, des obstacles à la réflexion. Non, Spinoza non. Spinoza va opérer ce partage à l'intérieur des émotions et des passions entre des émotions, je dirais presque véridiques,
qui nous donne une vision adéquate du monde. Hein. La joie ne trompe pas, hein, bon, et la tristesse non plus. Hein. Donc nous avons des sortes de boussoles intérieures extraordinaires avec la joie et la tristesse qui nous disent quand est-ce que nous allons dans la bonne direction, celle qui va nous conduire, nous rapprocher de la béatitude, et quand est-ce qu'au contraire nous sommes dans la passivité, dans la soumission, et donc dans la tristesse et le malheur. Et chez Spinoza, en fait, la réaction de joie ou de tristesse, puissance, humilité, humilité, ne reste qu'une réaction du corps, la plupart du temps. Ah non. Et non. Finalement, on a l'impression que... Ah, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord du tout. Il y a quelque chose dans le corps qui correspond à la joie, bon, qui est effectivement l'augmentation de puissance. Ça fait raison. Mais n'oubliez pas qu'on est quand même dans la 3e partie et 4e partie d'éthique où il s'agit de l'âme, où il s'agit des passions de l'âme, comme aurait déjà dit Descartes. Mais ça, c'est la première degré. Oui, d'accord. C'est la première degré. Non, mais d'accord. Mais je crois que la joie, elle est vraiment dans l'âme. Bon, elle est dans l'âme. Bien sûr que quoi que se produise dans l'âme, la joie, la tristesse, le désir, il y a bien évidemment un équivalent dans le corps. On est bien d'accord, c'est la doctrine même du parallélisme. Mais ne mettez pas la joie dans le corps, hein, ni la joie ni la tristesse, comme chez Descartes, la douleur n'était pas dans le corps. Non, ce sont bien des réalités, des représentations accompagnées d'émotions, en quelque sorte, hein, bon, qui sont dans l'âme elle-même, au cœur de l'âme. Hein, bon. Et donc, la difficulté où nous sommes, et je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est que nous sommes tellement, je dirais, familiarisés avec une approche dualiste de type cartésien, que la demande, au fond, implicite que nous fait Spinoza, de traiter la question des passions en ne quittant pas la sphère de l'âme, hein, bon, nous trouble profondément. Hein. Nous, on préfère opérer un va-et-vient entre l'âme et le corps, on préfère essayer de repérer des interactions, hein, c'est notre habitude intellectuelle en quelque sorte. Bon. Et je ne suis pas sûr que même de grands spinozistes qui se croient tels sont fidèles à Spinoza sur ce plan-là. C'est très difficile de se situer à l'intérieur de la sphère de l'âme sans jamais aller voir ce qui se passe du côté de la sphère du corps. Hein. Et alors c'est ça que nous demande le parallélisme. Une approche purement mentale de la passion, du plaisir, de la douleur, de la joie, de la tristesse, hein, sans rechercher des interactions dont nous ignorons tout. Bon, alors évidemment, d'un point de vue parallèle, du point de vue du parallélisme, il est bien entendu parfaitement légitime de se situer entièrement dans la sphère du corps. Entièrement dans la sphère du corps, c'est-à-dire d'avoir une approche purement biologique, neurologique, physiologique de l'être humain. C'est tout à fait possible. Spinoza ne nous interdit pas cette voie. Simplement, il considère qu'à son époque, on est beaucoup trop ignorant du corps pour être efficace sur ce plan-là. Mais à partir du moment où l'âme et le corps ne sont que deux expressions de la même réalité, vous pouvez prendre les choses par les deux bouts. Hein. Ce que Spinoza nous interdit de faire, c'est un va-et-vient et la recherche d'interactions fictives que Descartes n'a pas réussi à résoudre et que personne, selon lui, et apparemment il ne s'est pas trop trompé, parce que jusqu'à aujourd'hui, nul n'y est arrivé, personne n'a réussi à comprendre comment le corps pouvait agir sur le mental et le mental sur le corps. Il n'y a aucune réponse à cette interrogation aujourd'hui encore. Attendez, d'abord, oui. Je sais pas. On a l'impression que la relation c'est parallèle entre l'âme et le corps, et entre Dieu et la nature conçue par Spinoza, il y a la même relation, mais avec une différence de temps entre l'absolu et le relatif. Oui. C'est-à-dire que notre esprit, notre âme, participant d'un absolu, vit dans un temps absolu, enfin la possibilité de vivre dans un temps absolu, alors que notre corps est dépendant d'un temps beaucoup plus relatif. Très bonne remarque. Très bonne remarque. Bon, on y répondra surtout dans les semaines suivantes. Je ne vais pas vous laisser dans l'angoisse aussi longtemps. Il est vrai, est-ce que c'est une faille dans le système spinoziste ou est-ce que c'est au contraire une partie intégrante de ce système qu'en dépit du parallélisme, on a bien l'impression que Spinoza ne met pas les deux attributs sur le même plan
et ne met pas le corps et l'âme sur le même plan. Vous avez entièrement raison. Pourtant, au niveau du corps... Deus sive natura, c'est le... Ça devrait. Donc, en théorie, on a des attributs qui expriment parfaitement, chacun, la totalité infinie et la toute-puissance de la nature et de Dieu. Bien, en théorie. Bon. Mais en réalité, vous avez parfaitement pointé le critère qui les différencie malgré tout, qui est un critère temporel. Bon, le corps ne peut pas être appréhendé autrement que dans une dimension de succession et de temporalité. C'est comme ça que nous vivons même notre propre corps. Donc, Spinoza est très proche, au fond, je dirais, de l'expérience vécue de chacun d'entre nous. Vous qui n'êtes pas des adolescents, pas plus que moi, vous avez bien l'impression, malheureusement, que votre corps vieillit un peu, mais votre esprit non. Hein, bon, et c'est d'ailleurs très difficile à vivre, hein, c'est ce décalage entre l'un et l'autre. Bon, autrement dit, vous avez parfaitement pointé l'essentiel, c'est-à-dire que par le biais de notre âme, nous avons... bien sûr que notre âme est aussi dans la succession, dans la durée, personne n'a tout dit sur ce sujet, mais en même temps, l'âme a une sorte d'accès à l'éternité et se déploie dans une dimension d'éternité qu'on va retrouver au livre 5, hein, c'est la définition même de la béatitude. Notre âme n'est pas entièrement dans la temporalité. Alors Spinoza n'est pas d'une totale originalité. Aristote, au fond, avait dans sa physique, curieusement, bien mieux que dans sa métaphysique, vous avez un passage merveilleux dans la métaphysique d'Aristote qui vous démontre, je crois que le mot démonstration n'est pas excessif, que pour être conscient de la succession et de la temporalité, il faut que nous ayons en nous quelque chose qui soit en dehors de la succession et de la temporalité. Ouais, je résume très simplement. Hein, imaginez que votre âme accompagne le champion du monde de 100 mètres dans sa course, que vous soyez avec lui dans les starting blocks, avec lui au milieu. Il ne court pas. Hein, on est dans les paradoxes de Zénon d'Élée. Hein. Ce qui fait qu'il court, c'est que vous êtes en dehors du temps et que quand il franchit la ligne d'arrivée, vous avez encore l'image du moment où il était dans les starting blocks, l'image où elle a accéléré à mi-course. Hein. Je pense à Bolt en particulier, qui a une fin de course extraordinaire dans les derniers 20 ou 30 mètres de sa course. Bon. Donc, l'argument d'Aristote est magnifique. C'est précisément parce que nous sommes conscients du temps que quelque chose en nous est extérieur à la temporalité. Bon. Il n'y a pas de temps sans l'âme, dit Aristote. Magnifique formule de la physique. Il n'y a pas de temps sans l'âme, c'est-à-dire sans quelque chose en nous d'éternel. C'est un paradoxe merveilleux. Hein, je veux dire, au lieu de se désoler de la temporalité, Aristote retourne complètement les choses en montrant que c'est précisément parce que nous sommes conscients du temps que nous avons la certitude que quelque chose en nous est en dehors du temps. Bien. Donc on va retrouver tout à fait ça chez Spinoza. Donc pour résumer et répondre définitivement, vous avez parfaitement raison, et c'est une difficulté. Hein, il y a quand même un privilège de l'âme chez Spinoza. Alors est-ce que ce privilège est définitif ou provisoire? Vous avez quand même ces formules étonnantes où il dit « Nul ne sait encore ce que peut un corps ». Bon. Qui nous dit que dans quelques milliers d'années, l'homme n'arrivera pas à vivre son corps dans la même dimension d'éternité que certains arrivent aujourd'hui à vivre leur dimension spirituelle. Bon, donc ça c'est très intéressant. Mais pour l'instant, effectivement, il y a un privilège de l'âme qui rompt le parallélisme, malgré tout. Hein. Le décalage, par exemple, dans le cas du cancer, avec le stress ou l'angoisse sur des années, le corps est beaucoup plus lent avant qu'il le manifeste. Alors que l'esprit... Non, ils ne sont pas au même rythme. Pardon, tout ce qui est psychosomatique. Oui, c'est une lenteur apparente. Oui. Lenteur Non, avant qu'on en soit conscient. Vous ne voyez pas et vous ne percevez pas ce qui se passe dans le corps. Des microcellules. S'il y a 1 million de cellules, c'est pas d'accord. Donc il y a une temporalité et c'est ce que vous vouliez dire là. Je voulais vous poser. Allez-y. Vous y avez répondu en grande partie parce que vous avez posé la question qui me taraude un peu. Ouais. Comment écarter de la joie et de la tristesse cette notion de temporalité sans lier joie et tristesse au corps? Et là, je vais dans le sens de ce qu'Alex posait comme question aussi. Je pense que artificiellement, on peut mettre joie, tristesse de côté en se disant, pour Spinoza, peut-être qu'il y a un absolu dans un ciel de rêve où joie et tristesse se trouvent, mais l'appliquer à chaque personne, je ne vois pas comment on peut couper le lien entre joie et tristesse
et le corps. Oui. Ça me semble Alors, quasiment... Enfin, alors, c'est possible intellectuellement ou artificiellement, mais réellement, j'avoue que je ne suis pas convaincu. Eh bien, écoutez, vous êtes très proche, même si c'est par un autre biais, vous êtes très proche dans vos remarques de ce qu'on se trouve chez un grand disciple de Spinoza pour lequel j'ai une grande vénération, je vous l'ai dit X fois, qui est David Bohm, le physicien quantique. Que dit David Bohm? Il dit nous ne pouvons pas ne pas être dualistes dans notre vie quotidienne. Autrement dit, il faut différencier la façon dont quotidiennement nous menons nos existences et nous séparons les deux dimensions et nous recherchons effectivement des relations, etc. Et le point de vue le plus élevé où nous essayons de comprendre qu'en réalité il y a une seule réalité et que corps et âme sont les deux facettes d'une réalité profonde et non pas deux réalités indépendantes et qui interagissent. Donc je crois que je vous donne pas totalement tort. Je ne suis pas certain, mais encore que on peut nuancer. Est-ce qu'il est totalement impossible de vivre d'un point de vue totalement moniste en pensant dans la dimension du parallélisme et en décidant par exemple de ne se situer que dans la dimension de l'âme? Là, il y a des expériences troublantes qui semblent montrer qu'il y a des individus qui ont été capables de vivre sans se nourrir pendant des décennies et qui ont survécu. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses que nous ignorons et que nous avons de vagues échos qui semblent montrer que, au fond, l'autonomie en quelque sorte de la dimension spirituelle est peut-être plus grande que ce que nous pensons ordinairement. Mais pour chacun d'entre nous, et disons pour l'homme commun, dont j'espère ne vexer personne, dont nous faisons partie, pour l'homme commun, il y a ce vécu de la dualité que David Bohm reconnaît, mais que Spinoza lui-même ne contesterait pas. Bon, c'est pour ça qu'il attend la 5e partie de l'éthique pour nous élever à ce point de vue. Donc la difficulté, effectivement, de cette philosophie comme de toute philosophie, c'est de distinguer des étages et des perspectives, comme dira admirablement Nietzsche. On n'a pas forcément le même regard et la même perspective sur la réalité quand on est en train d'essayer de se guérir d'une maladie et quand on est en train de lire Spinoza. Bon, on a des rapports différents à la réalité en fonction de nos actions, de nos perspectives. Et il s'agit d'essayer de s'élever vers le point de vue le plus juste, le plus global et le plus satisfaisant pour l'âme. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on y est en permanence et qu'on ne quitte pas ce niveau-là. Je veux dire, nul n'a prétendu sauf peut-être les stoïciens, curieusement, que l'homme pouvait se diviniser entièrement et qu'on pouvait échapper totalement à notre condition humaine. Non, on essaye de s'en arracher tant bien que mal et on est heureux quand très brièvement on a l'impression qu'on y est parvenu. Voilà. Mais s'installer dans cette position-là, même dans la position de la béatitude, on en reparlera au livre 5, je crois qu'aucun philosophe sérieux ne l'a prétendu. Oui, Alex. Dans la hiérarchie des degrés, on a l'impression que Spinoza commence par une prépondérance du corps pour finir par une prépondérance de l'âme. C'est pas faux du tout ce que vous dites. C'est pas faux du tout. Absolument. Absolument. Il essaye justement... la difficulté, quand on essaye de combattre ou de corriger fortement le dualisme de type cartésien, au fond, elle est plus du côté du corps que du côté de l'âme. Parce que du côté de l'âme, je dirais, Descartes a pratiquement... il a fait le travail, si j'ose dire. Bon, il a fait le job. Il a découvert la dimension du cogito, de la subjectivité. Il a montré que c'était une dimension d'absoluité, de transparence à soi-même. Spinoza n'a pas tellement de choses à ajouter, en quelque sorte. Il a situé le mérite de Descartes, encore une fois, que Spinoza n'a jamais contesté, c'est de situer dans l'âme quantité de représentation ou de dimension que certains avaient mis dans le corps. Et en particulier, et ça c'est très mal compris souvent, même chez les lecteurs de Descartes, qui est le monde sensible. Je répète une fois de plus, mais je pense que je n'ai plus à vous en convaincre, que la salle que vous avez en ce moment sous les yeux n'est pas dans votre corps, elle n'est pas dans votre cerveau. Je vous mets au défi tout neurologue de la trouver dans un neurone de votre cerveau. Elle est dans l'âme.
et nulle part ailleurs que dans l'âme. Bon. Donc Descartes a tout compris à ce niveau-là, et Spinoza n'a pas grand-chose. Les passions sont dans l'âme, les perceptions sont dans l'âme, donc la dimension de l'âme, effectivement, Descartes l'a parfaitement identifiée, et a été le premier, en un sens, à l'identifier. Donc la difficulté, vous avez parfaitement raison, elle est plutôt du côté du corps. Et de donner au corps un statut aussi important, finalement, en faire l'équivalent de l'âme, une perspective aussi réelle, aussi vraie sur l'absolu que l'âme, évidemment, c'est une tâche tellement gigantesque que peut-être que Spinoza n'y est parvenu. Nietzsche s'y attellera 2 siècles plus tard. Lui-même n'y est peut-être pas tout à fait parvenu. Donc, nous avons encore des difficultés avec la dimension du corps. Je vous écoute. Allez-y. Oui, je revenais à cette notion de parallélisme, donc la sphère du corps, la sphère de l'âme. Oui. Mais est-ce que c'est pas un manque de connaissances scientifiques qui fait que ça exclut carrément les interactions que nous reconnaissons aujourd'hui? Je ne suis pas sûr qu'on reconnaisse les interactions. Vous êtes un peu imprudente en disant ça. On ne les comprend toujours pas, les interactions. Je vous rappelle... Il peut y avoir une influence de l'un sur l'autre. Je ne suis pas sûr. C'est une façon de parler, mais je ne suis pas sûr. Je répète, moi, je vous réponds par le même argument, et je n'ai pas besoin d'avoir d'autres arguments que celui-là. J'emprunte à Monroe et à son livre Le cerveau-machine un argument très simple concernant la motricité. C'est plus simple de réfléchir sur la motricité que de réfléchir sur les maladies, le psychosomatique, qui sont des choses très compliquées que personne ne comprend. La motricité, bon, que dit Monroe? Il me dit, bon, ben, je sais ce qui se passe dans le corps. Je sais ce qui se passe dans le corps entre une agitation neuronale, quelque part dans le cerveau, qui passe de synapse en synapse, qui déclenche un mouvement dans les nerfs, qui va agiter les muscles et qui fait que je vais lever mon bras droit. Bon, ça, on comprend très bien ce qui se passe dans le corps. Mais comment votre décision, ce qui vous semble être votre décision, je vais lever mon bras droit, met-elle en mouvement les neurones du cerveau? Eh bien, Monroe, grand biologiste, dit, j'en sais rien, et je vous me défie de trouver un biologiste sur cette planète qui le sait. Ce serait ça l'interaction. Ce serait ça comprendre l'interaction. L'interaction, ce serait comprendre comment l'âme met en mouvement le corps, et comment, en sens inverse, le corps met en mouvement l'âme. C'est-à-dire comment de l'adrénaline ou de la lulibérine déclenche un sentiment dans l'âme. Or ça, nous n'en savons rien, et je ne pense pas m'aventurer beaucoup en disant que nous n'en saurons jamais rien. Alors, est-ce que nous n'en saurons jamais rien parce que nous sommes au-delà des limites du pensable et du connaissable, ou est-ce que nous n'en saurons jamais rien parce que cette approche est fausse? Vous avez les deux réponses. Bon. Oui, je ne vous dis pas que celle de Spinoza est la bonne, je dis vous avez 2 réponses. Soit on ne comprend pas les interactions parce qu'on n'est pas suffisamment savant pour les comprendre, on les comprendra peut-être dans 100 000 ans, mais ce n'est pas demain la veille. Soit on ne les comprend pas parce qu'il n'y a rien à comprendre. Mais je ne parlais pas de mécanique. Oui, là. On sait quand même, je crois, enfin, je demande aux médecins, oui. Moi, si une très grosse émotion peut déclencher une maladie organique. Une très grosse émotion peut déclencher certaines maladies organiques ou dans d'autres cas révèle une maladie qui était sous-jacente et qui ne s'était pas exprimée. Le cas le plus fréquent, c'est la maladie de Basdo. Par exemple, durant la guerre d'Algérie, une mère arrivait le matin à la consultation en disant « J'ai appris hier soir la mort de mon fils en Algérie et cette nuit, mon cou a grossi, ses yeux ont grossi. » Elle vient le matin à la consultation en pensant que cette nuit, la maladie de Basdo s'est installée. Or, en fait, c'est quasiment impossible à réaliser. Elle était en gestation de sa maladie de Basdo et l'émotion a été le déclencheur. Mais il y a des maladies, effectivement, qui s'expriment brutalement lors d'une émotion. Par exemple, une crise d'asthme peut être générée totalement par une émotion. Jadis, du jour au lendemain, un ulcère d'estomac, au temps où on ne savait pas que c'était une bactérie, on croyait que c'était purement neurovégétatif, que le pneumogastrique créait une brèche dans l'estomac. De façon horaire, je vais répondre. Des rapports le diabète. Si on prend un exemple inverse, je prends des hormones mâles, c'est-à-dire c'est extérieur. Bon, maintenant je me sens bien. Je prends des hormones mâles et petit à petit,
ma façon de concevoir le monde, mon mental, mes émotions, même les désirs changent. Bon, mais là, c'est bien le corps c'est l'inverse. Alors, je suis obligé de vous donner tort complètement, mais je le fais avec joie. Je le fais dans la joie. Oui, non, mais je ne conteste aucun des exemples que vous avez donnés. Je conteste simplement le verbe déclencher que vous avez utilisé. Qu'est-ce qui vous permet de dire que telle chose déclenche? Vous observez une corrélation, hein, vous observez un trouble du corps et vous observez presque en même temps ou ensuite un désordre de l'âme ou inversement, mais Spinoza viendrait vous dire: trouvez-moi le point de jonction, trouvez-moi la causalité, démontrez-moi quelle est la causalité qui... Donc, je crois que ça, c'est une confusion que nous faisons. Alors, je suis en train de lire un livre de Maffesoli, là, que je fais des comptes rendus, vous le savez, sur le site Trop Libre. Je viens d'en publier un sur le livre de Nicolas Hulot, là, où je me suis bien régalé. J'ai intitulé ça « Un parti écologique, pourquoi faire ?» Donc, je vais me faire quelques amis supplémentaires. Et là, je suis en train de faire le compte rendu du livre de Maffesoli sur les bien-pensants. Et Maffesoli dit à un moment donné quelque chose que je partage depuis très longtemps. L'une des grandes fautes de nos intellectuels, c'est de confondre corrélation et causalité. Et on commet sans cesse cette faute. Nous observons effectivement des coïncidences. L'empirisme de Hume m'a beaucoup apporté là-dessus. Nous observons des corrélations, nous observons des successions ou des coïncidences, et immédiatement nous en déduisons que nous avons repéré une causalité. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Qui vous garantit que, effectivement, et vous l'avez vous-même suggéré, avec beaucoup d'honnêteté, peut-être que ce trouble était déjà en route, etc. Bon, qu'est-ce qui me garantit? Parce que ce que vous appelez un stress, ce stress d'un point de vue spinoziste, il affecte autant le corps que l'âme, hein, puisque et c'est un événement au sein de la nature qui produit une causalité à l'intérieur même de la substance. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est déclenché dans le corps, qui va ensuite déclencher quelque chose dans l'âme, ou est-ce que c'est une cause qui agit sur la réalité même de l'individu, corps et âme, et qui fait qu'on va voir se développer en même temps, ou quasi en même temps, parce que peut-être que certaines chronologies nous échappent, et vous l'avez très bien dit, il y a des choses qui sont peut-être en gestation dans le corps que nous sommes incapables de voir avant qu'elles prennent une dimension. Hein. Il faudra avoir un savoir très fin de ce qui se passe à l'intérieur de chacune des cellules, peut-être, pour voir que quelque chose est déjà en route bien avant que le symptôme apparaisse à nos yeux. Donc voilà. Comment ? Mais qui pourrait aussi ne jamais se déclencher. Qui pourrait ne jamais se déclencher. Voilà. Non, ce que je conteste en toute sympathie, hein, mais pour essayer de défendre quand même celui que j'essaye de vous faire comprendre, qui est Spinoza, je le défends uniquement pour ça, hein, c'est que il ne faut pas vivre dans l'illusion que nous aurions une connaissance intellectuelle d'une causalité permettant de passer du corps à l'âme et de l'âme au corps. Ça, je le conteste absolument. Est-ce que vous concéderez, alors, je suis peu d'accord avec ce que j'ai entendu, est-ce que vous nous concéderez qu'il n'y a pas de certitude de causalité, mais il y a une forte probabilité? Oui. Alors, ça, c'est autre chose. Hein. Je dirais, alors là, je vais compléter même, je vais aller dans votre sens. Cette probabilité, je dirais, alors là je vous réponds en me situant sur le terrain de Hume, qui a presque tout dit qui est le grand penseur de la causalité, le plus grand qui ait jamais existé. Que me dit David Hume? Il me dit, il est, je dirais, commode et sans doute plus efficace de penser que nous avons repéré des causalités que de penser que nous ignorons des causalités. Voilà, ça me permet d'agir. Si je pense simplement qu'il y a des coïncidences, je vis dans un monde un peu aléatoire, très inquiétant. Hein, bon, je prends l'exemple que je prenais devant mes étudiants, ça les faisait un peu sourire. Hein, quand vous prenez ces grands viaducs là sur l'autoroute qui mène en Italie, un parfait humien devrait se dire: rien ne me garantit que ce matin le béton armé n'aura pas la résistance du chewing-gum.
Rien ne me le garantit. Jusqu'à maintenant, nous avons fait des mesures qui... Mais est-ce que demain, il en sera encore ainsi? Je n'en sais rien. Hein, je n'en sais rien. Qui me garantit que l'eau va bouillir quand je la mets sur le feu? Bon, c'est tout le discours de David Hume. Bon, donc, David Hume, c'est un extrême, si vous voulez. C'est presque une caricature de ce que nous sommes en train de dire, mais c'est quand même hyper intéressant et hyper intelligent. Et Kant s'est un peu cassé le nez sur le grand David Hume. Bon, que dit David Hume? Il dit, mais il n'empêche que, bien entendu, j'ai intérêt à croire que le monde est régulier, que les mêmes causes, autrement dit, le principe de causalité est un principe pratique, hein, c'est un principe d'efficacité, c'est un principe presque aussi psychologique. Hein. Je suis rassuré de penser que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Sinon, je vis dans un monde inquiétant, déroutant et presque un monde fantastique, au fond. Hein. Donc, nous croyons tous à la régularité et à la causalité des choses, mais nous observons quand nous pénétrons dans les subtilités de la nature qu'il y a bien des exceptions à ce que nous considérons comme cette causalité linéaire, etc. Et c'est encore plus vrai quand on en arrive au rapport de l'âme et du corps. Je dirais que c'est encore plus vrai. Hein, bon. Et c'est encore plus vrai quand on arrive aux sciences humaines. C'est déjà vrai dans les sciences de la nature, c'est plus vrai encore dans les sciences humaines. Le statisticien va vous montrer qu'il y a un taux élevé de délinquance à la cité Berthe qui est plus élevé que dans le quartier du Mourillon de Toulon. Et il vous a démontré quoi? Il vous a rien démontré du tout. Hein. Il vous a rien démontré du tout. Il vous a démontré une corrélation. Hein, bon. Est-ce qu'il y a une causalité de cet espace de vie sur le comportement des individus? Et il y a une forte probabilité, je vous l'accorde. Hein, on y croit tous, mais on n'en sait rien. Il faudrait faire l'expérience, c'est-à-dire prendre les individus de la cité Berthe et les faire élever au Mourillon, prendre les individus du Mourillon et les faire élever dans la cité Berthe, et vérifier quelques années après que les individus de la cité Berthe élevés au Mourillon ne deviennent pas délinquants, et que les petits Mourillonnais élevés dans la cité Berthe deviennent vendeurs de hashish. Bon, mais cette expérience, vous ne la ferez pas, vous ne la ferez jamais, donc vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Vous croyez. Alors, je ne dis pas que la croyance est inutile. Vous croyez à, parce que vous avez observé, et vous ne pouvez pas observer autre chose, des corrélations, une corrélation entre un territoire et un taux de délinquance, vous pensez que vous avez identifié une causalité. S'il vous plaît, je reviens à l'exemple donné. Ça m'ennuie beaucoup de penser qu'en injectant des hormones mâles chez une femme, on assiste donc aux transformations physiques, moustache, voix grave et changement psychologique. Ça m'ennuie de penser que ça n'est qu'une corrélation et pas une causalité. Alors, j'affine mon raisonnement. Pourquoi cette personne s'est-elle fait injecter des hormones mâles? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà un processus évolutif? Ou alors, c'est quoi? On lui injecte par surprise? Mais ça, personne n'a fait cette expérience. De qu'on m'injecte, Oui, d'accord. ben oui. Mais je ne demande rien. Mais ça, on n'a pas fait. On n'a pas fait. Laissez-moi espérer qu'on n'a jamais fait cette expérience de type nazi. Laissez-moi espérer. Mais c'est un exemple. Oui, non, mais d'accord. J'étais pas demandé, on me jette. Il faudrait faire l'expérience. mais dans la réalité des faits, d'un point de vue Spinoza vous répondrait, c'est un peu la même chose que pour l'exemple d'arrêt de la cigarette. Cette personne, effectivement, à qui l'injection d'hormones mâles va déclencher des transformations comportementales et dans sa vision du monde, elle était peut-être en route, si on avait analysé finement son âme, vers une évolution qui... Là, c'est pas possible. Mais ce qui est... Bon, par exemple, les raisons les plus fréquentes, par exemple, des bouffées de chaleur chez une femme à la ménopause, qui quelquefois ne peuvent être jugulées que par transitoire, injection d'hormones, ou un cancer du sein qui quelquefois ne peut être limité dans son évolutivité par des hormones mâles. Donc, je ne vois pas dans le déterminisme spinozien comment ça peut s'insérer. Oui, mais est-ce que vous pensez que des femmes à qui on fait des injections pour régler leurs problèmes de ménopause deviennent des mecs? J'ai jamais entendu dire ça. Non, il y a une virilisation transitoire. Ouais. On sait que ça s'efface ensuite. Mais pour réguler un problème immédiat, on sait qu'il y a une causalité entre
l'injection dans Ouais. l'animal et l'apparition Ben, de modifications. D'un point de vue métaphysique, je peux pas vous donner raison. Je peux pas vous donner raison d'un point de vue métaphysique. Quand vous dites on sait qu'il y a une causalité, moi je dis non. C'est pourquoi ça m'ennuie J'ai dit qu'on non. n'utilise pas le terme causalité. Et pourtant. Corrélation. Et non, mais parce que. De l'homme dans la femme et de la femme dans l'homme, d'après la... Non, mais là on va s'égarer, on va s'égarer. Alors, Je suis d'accord, je suis ça, d'accord. c'est évident Non, quand même. non, mais pour résumer, si vous voulez, pour résumer, j'accepte complètement tout ce que je viens d'entendre. Hein, bon, je dis simplement, faites attention à l'emploi des termes hein, et au fait que nous croyons un peu vite avoir repéré un rapport causal, une cause et un effet, une cause dans le corps, un effet dans l'âme, alors qu'il est infiniment probable que nous n'avons pas cette certitude de causalité. Et que, dans l'hypothèse même, je vais vous faire une dernière concession, dans l'hypothèse même où nous aurions la certitude qu'il s'agisse d'une causalité, est-ce qu'il y a au monde un biologiste, un médecin qui a repéré le mécanisme exact de cette causalité, c'est-à-dire le point d'entrée des modifications somatiques dans la psyché? Là, je réponds non. Là, je réponds non. Et ça, ce serait une démonstration. Quand je suis dans une dimension causale, alors je reprends l'exemple classique de Hume, quand Hume me dit rien ne me démontre que la boule de billard qui heurte la deuxième boule de billard met en mouvement la deuxième. Bon, il exagère un petit peu. Bon, encore que intellectuellement, c'est pas indéfendable. Bon, mais on est dans la dimension de l'espace. Mais quand on est dans cette fameuse interconnexion des deux, les choses sont infiniment plus compliquées. Bon, donc pour parler de causalité, il faudrait qu'on ait si vous voulez, il y a un maillon manquant. Je vais m'exprimer comme les théoriciens, comme les darwiniens. Il y a un maillon manquant hein, dans votre chaîne là. Hein, et je reprends encore une fois mon exemple de la motricité de Jeanne Leroux. Il y a un maillon manquant entre la chaîne causale qui fait qu'à un moment donné, je décide, tiens, je vais lever mon bras droit pour vous montrer que je suis capable de mettre mon corps en mouvement. Et puis, ce qui se passe dans mon corps, ben, il y a un chaînon manquant. Il y a une zone d'ombre. Donc, on peut se demander, encore une fois, comment l'interpréter, cette zone d'ombre. Encore une fois, vous avez deux hypothèses. Je prétends pas détenir la véritable hypothèse. Attention, hein. Je dis, il y a deux hypothèses, effectivement. Soit nous sommes dans une zone d'ombre qui est liée à une telle difficulté intellectuelle qu'il faudra des siècles, des millénaires et peut-être davantage pour la résoudre. Soit, je dis, avec Spinoza, il y a une zone d'ombre parce qu'il n'y a rien à comprendre et parce qu'il n'y a pas d'interaction, tout simplement. Voilà. Et la certitude n'existe pas. Ah non, mais la certitude, bien sûr. C'est ce que Borges a très bien dit, Ah, en ben, disant certitude. qu'il n'y a de preuves que statistiques que tout le monde meurt. Voilà, ben, tout à fait. Oui, mais en plus, c'est un peu vrai, ça. Bon, hein. Voilà. Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Hein. C'est Nietzsche qui a dit ça, entre autres belles formes. Bien, alors on va essayer de parcourir quand même nos aphorismes. Donc ça va aller assez vite parce qu'ils ne sont pas très très complexes et qu'on a bien débroussaillé le terrain. Le 46 donc va supposer effectivement des relations mentales entre des événements. Si quelqu'un a été affecté par un autre appartenant à une classe ou une nation différente, d'une joie ou d'une tristesse qu'accompagne comme cause l'idée de cet autre sous le nom général de la classe ou de la nation, non seulement il aimera cet autre ou l'aura en haine, mais aussi tous ceux de la même classe ou de la même nation. Donc on retrouve ici le drame de la généralisation, la connaissance du deuxième genre. Enfin, on est presque à la limite du premier et du deuxième genre. Bon, on est dans le premier genre parce qu'on est dans le préjugé. On est dans le préjugé qui plaque des étiquettes sur le front des individus. Donc j'ai eu des problèmes avec un Anglais. Je dis que tous les Anglais sont des individus dangereux et douteux dont il faut éviter la fréquentation. Je vois débarquer une rouquine sur le port de Calais. L'Anglais qui débarquant à Calais voit une rouquine dit les Françaises sont rousses. Bon, donc ces inductions, puisqu'on les appelle ainsi, ces inductions sont un piège dans lequel nous tombons régulièrement et que Spinoza a magnifiquement dénoncé. Mais il va plus loin que ceux qui ont dénoncé les mauvaises inductions, puisqu'il va jusqu'à poser la question même au fond du jugement. Bon. Nous ne pouvons pas nous empêcher de juger. Le jugement est nécessaire parce qu'il met de l'ordre dans la réalité, et donc c'est la connaissance du deuxième genre. Bon. La connaissance, alors il est complètement aristotélicien,
il reprend complètement la définition d'Aristote, il n'y a de science que du général. Bon, il n'y a de science que du général, et on oublie souvent de citer le second volet de la formule d'Aristote, et on a tort, il n'y a d'existence que du singulier. Bon, et non pas du particulier, comme certains le disent de façon totalement erronée. Hein. C'est pas pareil, le singulier et le particulier. Hein. Le singulier, c'est ma voisine, et le particulier, c'est les Français, ou les blondes, ou les rousses, etc. Bon, non, il n'y a d'existence que du singulier. Autrement dit, j'existe, Claude Cravero existe, l'homme n'existe pas. Hein. Vous ne l'avez jamais rencontré, hein, comme disait un certain Joseph de Maistre, critiquant les droits de l'homme. Où il est cet homme dont vous me déclarez les droits? Je ne l'ai jamais vu. Montrez-le-moi. J'ai vu des Français, des Italiens, des Anglais. Encore, il a tort de dire j'ai vu des Français et des Italiens, puisque en fait, il n'a pas vu des Français et des Italiens, mais il a vu Monsieur X, Monsieur Y, etc. Bien. Donc, quel est l'autre terme d'Aristote? Alors, il n'y a de connaissance que du général, il n'y a d'existence que du singulier. D'existence. L'homme n'existe pas. Néanmoins, j'ai besoin du concept d'homme. Bien entendu que j'en ai besoin. Il faut que je différencie les hommes des crapauds. Hein. Bon, il faut que j'ai besoin de ces catégories générales. Par exemple, en science, bien entendu. Hein. Le biologiste va décrire le corps humain, il va décrire les poumons. Je vous avais cité cet exemple, je crois, l'an dernier, il y a quelques années. Au moment où j'ai attaqué mes études de philo, j'ai des copains qui attaquaient médecine à Marseille. Et j'en avais un qui était un peu fragile mentalement et qui revenait presque en pleurant le dimanche parce que le prof de médecine lui avait décrit les poumons au tableau noir ou par projection, et il rentrait chez lui, il regardait ses radios, et ses poumons, ils ressemblaient pas à the poumon que le médecin lui avait présenté au tableau noir. Il était très inquiet, il pensait qu'il était anormal. Non, mais les poumons des livres de sciences nat ou de médecine, personne ne les a, rassurez-vous. Ce sont des poumons abstraits. Hein. Bon, tous les poumons sont singuliers, aucun poumon ne ressemble à un autre poumon, comme Leibniz disait, mais en même temps, j'ai besoin d'avoir cette catégorie, et il faut bien que quand j'explique les poumons, je ne sois pas en train d'expliquer le foie, ou etc. Bon, donc, j'ai besoin de catégories, mais en même temps, le danger mortel au fond des catégories, c'est dès qu'on arrive au plan moral, au sens large du terme, hein, pas au sens étroit, et que nous traitons les individus à travers ces étiquettes. Bergson a dit de belles choses, lui aussi, là-dessus. Le problème du langage, au fond. Hein. Bergson, lui, a accès, mais Spinoza le fait déjà, le piège du langage. Hein. Bon, le langage est une chose merveilleuse, mais c'est la meilleure et la pire des choses, comme disait Ésope, le fabuliste grec. Donc nous sommes tous victimes du langage. Hein. Nous avons des mots qui nous sont nécessaires d'abord pour communiquer et puis pour mettre de l'ordre dans la réalité. Hein. Les mots sont des façons d'ordonner le réel. Hein. Bon, on a des petits tests psychologiques très simples qui montrent que quand on met une photo d'une pièce avec un certain nombre d'objets devant un individu et qu'on lui demande ensuite de dire ce qu'il a vu, l'individu est capable de répéter les objets dont il connaît le nom. Il n'a pas vu les objets dont il ne connaissait pas le nom. Hein. Il n'en a aucune mémoire. Bon, donc les mots sont des instruments absolument fondamentaux qui nous permettent d'ordonner le réel, etc. Donc il ne s'agit pas de dénoncer le langage et de dénoncer la généralité, ce serait une absurdité. Mais en même temps, il faut vivre une conscience aiguë des dangers et des dérives qu'entraînent les mots et les jugements liés à ces mots. Hein. Donc voilà, c'est exact. Donc Spinoza dit rien d'exceptionnel ici. Hein. Il dénonce les étiquettes, il dénonce les racismes, il dénonce tout ce que nous avons l'habitude de faire en généralisant, en traitant l'individu à travers des catégories générales qui nous empêchent effectivement d'être sensibles à la singularité de chacun. Donc on a ici aussi un élément de la pensée spinoziste qui aura une belle influence sur Nietzsche, qui est sur ce plan un grand individualiste, hein, qui nous amène à saisir l'unicité de chacun. Hein, bon. Et là je reviens à mon livre de Maffezoli, qui est un sociologue que j'aime beaucoup, dont je suis en train de rédiger le compte-rendu. Le livre de Maffezoli est co-signé par une énarque en retraite aujourd'hui, qui était un haut fonctionnaire, et d'ailleurs elle ne dit pas haut fonctionnaire dans son livre, elle dit fonctionnaire haut. J'ai trouvé ça très beau, hein, parce que c'est très critique en fait, elle est impitoyable vis-à-vis des hauts fonctionnaires, et elle montre dans son chapitre, qui est le dernier du livre, que ces fonctionnaires hauts, ils ne savent raisonner que par moyenne, que par statistique, hein, et ils contribuent à ce que notre Assemblée nationale ponde des lois extrêmement générales, hein, qui au fond massacrent les individus particuliers que nous sommes. Donc il y a un véritable drame de la généralisation aussi au niveau politique.
dont nous sommes tous bien conscients. Hein. Bon. Donc là, il y a il n'y a pas simplement les grands drames liés à la généralisation que sont les racismes, que sont les catégorisations, etc. Mais il y a aussi la dimension politique. Hein. D'une manière générale, il vaut mieux, au fond, tenir la réalité que de chercher la grande vérité. Complètement. Voilà. Donc complètement. On est entre ces deux choses, parce que si vraiment on a envie d'être plus lucide, Oui. et il y a cette recherche du bien, Tout de la à fait. vérité, Alors, de toutes ces grandes vous choses avez tout à fait qui, en raison. définitive, ne nous empêche presque de voir. Voilà, mais vous avez j'aime bien C'est- votre verbe voilà. empêcher, Et alors ça, c'est un obstacle épistémologique, comme aurait dit Bachelard. Ça nous empêche de voir, c'est un écran qui nous empêche de voir le réel. Bon. Voilà, Et le troisième genre de connaissance qui est souvent présenté comme une chose de très compliquée, que personne n'a compris, il est d'abord, je crois, cette attention à la singularité. Et il y a une définition simple du troisième genre de connaissance. Hein. Alors, avec bien entendu une prudence considérable, qui est que n'oublions jamais que le troisième genre de connaissance vient après le deuxième genre de connaissance. C'est-à-dire que si vous essayez d'atteindre la singularité sans être passé par un certain savoir objectif ou scientifique, vous serez dans le préjugé en réalité. Hein. Vous ne pourrez pas. Vous croirez saisir. Je sais pas, je prends l'exemple très simple du racisme. Le raciste, il est persuadé qu'il a parfaitement compris le sale arabe, entre guillemets, passez-moi l'expression, mais je ne la prends pas à mon compte, vous avez bien compris, qui est devant lui. Il pense qu'il a parfaitement identifié. Il n'a rien compris du tout, évidemment. Il est devant une généralisation, il est devant un stéréotype, hein, mais il est persuadé qu'il connaît le singulier. Hein. Donc, faisons attention que, d'une certaine manière, le troisième genre de connaissance, c'est un retour au premier, d'une certaine manière. Hein. Le premier est une connaissance singulière, le troisième est une connaissance singulière. Et entre les deux, vous avez la connaissance générale et abstraite, qui est absolument nécessaire, comme une sorte de purification. Hein. C'est assez bachelardien, finalement, comme une purification. Vous vous débarrassez des préjugés, des stéréotypes, du prêt-à-penser, de tout ce qu'on vous a mis dans l'esprit, du savoir par oui-dire, comme dit magnifiquement Spinoza, tout ce qu'on vous a mis dans l'esprit depuis votre enfance. Bon, il faut passer par la connaissance scientifique pour se débarrasser de tout ça. C'est un passage obligé, hein, comme Platon déjà l'avait reconnu et beaucoup d'autres. Bon, c'est un passage obligé. On peut passer directement du savoir du premier genre au troisième genre. C'est impossible. Hein. Il y a ce travail de purification, d'affinement, d'attention à la réalité. Mais d'une certaine manière, le troisième genre rejoint le premier. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, je sors de la généralité et je vais essayer de saisir directement, hein, je prends l'exemple de l'individu, cette fois, l'individu qui est en face de moi, non pas en essayant de le comprendre en tant que français ou catholique ou ségestiste ou ceci ou cela, mais en tant qu'être humain unique, hein, et c'est bien plus difficile, bien évidemment. Hein, bon, et je vais essayer de mieux comprendre pourquoi, effectivement, cet individu est ce qu'il est et agit comme il est, comment il appartient à cet ensemble qui s'appelle la société et la nature, et là je vais me rapprocher d'une vision sereine de la chose. Vous parliez tout à l'heure des hauts fonctionnaires. Des fonctionnaires hauts. Ah, j'adore cette expression, je trouve ça magnifique. Peut-on faire des lois à partir des singuliers? Oui, alors, il y a plusieurs difficultés, là, je les ai un peu zappées, ces difficultés, mais on les reprendra dans les textes politiques qu'on verra que j'ai retenu pour le jeudi 20 février. Hein. Donc, Hélène Strohl, elle s'appelle, hein, Hélène Strohl, S-T-R-O-H-L. Donc, la difficulté, elle est considérable, vous avez tout à fait raison. De même que nous sommes obligés de passer par une généralité et que la science ne peut sans doute pas, même si certains ont apporté des nuances, c'était le cas de Gilles Gaston Granger, qui était un bon épistémologue, qui enseignait à Aix, qui pensait, lui, que Aristote s'était trompé, que la science n'était pas totalement opaque ou singulier. Bon, j'ai jamais été très convaincu par le discours de Granger. Bon, mais enfin, de même que la science est quand même obligée de se situer sur un plan de généralité, est-ce que la législation, effectivement, n'est pas par essence générale, etc. Alors, il y a des débats très, très, très approfondis dans les milieux juridiques aujourd'hui. Je prends un exemple. Nous sommes dans l'idéologie républicaine en France, qui est une belle idéologie d'ailleurs, mais qui est en train de manifester ce que dit Maffezoli, peut-être ses limites. Elle est peut-être un peu à l'agonie. Donc,
qu'est-ce que c'est que l'idéologie républicaine en 2 mots? C'est justement la loi générale qui décide de traiter tous les Français comme indépendamment de leur religion, leur communauté, leur conviction, leur sexe, etc. Bon, cette magnifique loi républicaine générale, etc. Bon, eh bien, un philosophe comme Alain Renaud, que j'aime bien, a écrit plusieurs ouvrages où il se demande s'il n'y a pas un moyen terme à trouver entre le communautarisme, mot qui fait frémir beaucoup d'entre nous, qu'a essayé de mettre en place le Canada, par exemple, et puis le républicanisme français. Est-ce qu'on ne pourrait pas corriger le côté excessivement généraliste de nos lois en reconnaissant à l'intérieur de la nation des particularités auxquelles on pourrait donner un certain statut? On a du mal à faire ça en France, on a du mal, hein, parce que, oui, mais on a beaucoup de mal, parce qu'immédiatement on nous sort le drapeau effrayant du communautarisme, tout va voler en éclats, c'est dramatique, etc. Bon, moi je suis assez sensible aux thèses d'Alain Renaud. Je pense. Ah oui, mais très difficile, voire un peu. Non, mais non. Oui, mais qu'est-ce qui divise le plus? Alors je vous renvoie au livre de Maffezoli qui est magnifique, en parlant de postmodernité. Qu'est-ce qui divise le plus? Est-ce que c'est de s'accrocher à un modèle qui fonctionne de moins en moins pour des raisons très précises, c'est-à-dire que les fondements de ce modèle se sont écroulés, et peut-être de façon définitive, et est-ce que c'est pas ça qui nous divise plus que d'introduire une sorte de respect de la différence un peu plus grand, sans tomber pour autant dans les excès qu'ont pratiqué d'autres pays? Voilà, non, je lance cette interrogation, j'ai pas de réponse, hein, mais ceci, pour répondre à ce que disait Alex, les juristes sont sensibles au fait que nos lois sont excessivement générales. Hein, est-ce que c'est corrigible? Est-ce que c'est amendable? Est-ce qu'on peut imaginer un droit qui introduise davantage de respect? Ou est-ce qu'il s'agit d'abord de pratiques individuelles? Bon, il prend des exemples simples. Hein. Bon, on sait les drames qui se produisent, je sais pas, à Pôle emploi, ou etc., où on traite les gens par catégorie, etc. Si vous ne rentrez pas dans les cases, on ne peut pas vous traiter. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte simplement de déontologie qui devrait permettre à des fonctionnaires d'être attentifs à la singularité d'un cas? C'est probablement pas... Oui, tout à fait. C'est probablement pas tout à fait impossible de fonctionner ainsi. Hein, voilà. Donc voilà, je crois qu'on est dans ce débat aujourd'hui. Hein, on est dans ce débat, mais on est conscient justement sur un plan juridique et politique aussi de ce danger des généralités. Bien. Alors, donc voilà pour la 46. Monsieur, oui, je vous en prie. Vous donnez le titre du livre de Maffezoli. Maffezoli, ça s'appelle les bien-pensants. Attendez, il y a bien-pensants dans le titre. Hein. Je suis en train de le résumer, donc je vous dirai ça la semaine prochaine. Hein. Voilà. Je vous dirai ça la semaine prochaine. Donc, on passe à la 49. L'amour et la haine envers une chose que nous imaginons qui est libre doivent tous deux être plus grands à cause égale qu'envers une chose nécessaire. Alors, ça c'est très intéressant parce qu'au fond, il faut presque lire à l'envers l'ensemble de ces propositions. Hein. Il faut presque la lire à l'envers. Par exemple, la 49, c'est très évident. Ça veut dire que si nous arrivons à nous débarrasser de l'idée de libre arbitre, nous aurons moins de haine, et peut-être aussi moins d'amour d'ailleurs, c'est peut-être le prix à payer, envers tout ce qui nous entoure. Autrement dit, de même que si nous arrivons à nous débarrasser des généralités, nous arriverons à nous défaire de sentiments mauvais, négatifs, ces fameuses passions tristes, les racismes, etc. Bon, de même, on peut se demander, et on l'a fait à plusieurs reprises, et je reviens encore une fois à cette interrogation que Nietzsche a développée magnifiquement dans sa généalogie de la morale. Est-ce que l'hypothèse de libre arbitre, qui est en même temps et inséparablement l'hypothèse de la culpabilité, est-ce que cette hypothèse améliore le monde, nous bonifie? On a tenu ce propos dans notre civilisation de façon archi-dominante, ou est-ce qu'au contraire, c'est une perception qui empoisonne le monde et qui aggrave encore les difficultés? Donc, Spinoza vous fait la proposition suivante. Lorsque vous subissez un tort et que vous imaginez que celui qui vous fait du tort agit librement, c'est-à-dire pourrait ne pas agir comme il agit et aurait pu agir différemment, est-ce que vous n'ajoutez pas un surcroît de tristesse
à quelque chose que bien entendu vous avez subi, et Spinoza ne vous demande pas de vous réjouir de ce que vous avez subi, mais est-ce qu'en présupposant que celui qui agit n'est pas dans la nécessité, mais qu'il est dans la liberté absolue, sartrienne, c'est-à-dire qu'il a fait un choix, est-ce que vous allez nécessairement lui en vouloir ? La culpabilité entraîne nécessairement la haine. J'en veux à quelqu'un dont je pense qu'il aurait pu ne pas agir comme il a agi envers moi. Je lui en veux, c'est mécanique. Je ne peux pas le considérer comme libre de son acte et en même temps être plein de sympathie et de compassion pour lui. Donc est-ce que essayer de mieux comprendre les ressorts des actions des uns et des autres, comment ils se situent dans une chaîne causale que nous subissons tous d'une certaine manière. Est-ce que c'est pas, on retrouve notre question de la sanction aussi tout à l'heure, l'objection ce serait que ça empêcherait la sanction, mais non, ça n'empêche pas la sanction. Je prends un exemple simple, que Kant a pris d'ailleurs dans son œuvre, dans ses beaux traités de pédagogie, quand vous essayez d'éduquer un petit enfant, bien avant qu'il ait ce qu'on appelle l'âge de raison, et sans doute bien avant, il va vous arriver de le sanctionner, gentiment, mais de le sanctionner pour l'éduquer, pour l'élever vers l'humanité, mais vous ne le sanctionnez pas avec l'idée qu'il aurait pu ne pas faire caca dans ses couches. Vous ne lui prêtez pas un libre arbitre. Vous êtes persuadé qu'il est dans la nécessité et que son acte ne relève d'aucun libre arbitre. Ça ne vous empêche pas d'agir sur lui. Ça ne vous empêche pas de tenter de modifier sa conduite. Donc vous voyez, il n'y a pas de corrélation mécanique, comme on le croit trop souvent, entre croire qu'un individu agit dans la nécessité et tenter de modifier l'action de cet individu, voire éventuellement de le sanctionner ou de le punir pour modifier son action. Il n'y a pas corrélation. Donc l'idée de Spinoza, c'est que l'hypothèse qui, encore une fois, et je vous l'ai suffisamment répété, il faut être ferme sur ce plan-là. On dit trop souvent qu'il n'y aura jamais de preuve. Bergson a prononcé une jolie formule, il a dit « Toute démonstration de la liberté donnera raison au déterminisme ». C'est une belle formule paradoxale de Bergson. Bien entendu qu'il n'y aura jamais de démonstration de la liberté, bien entendu. Mais il n'y aura pas non plus de démonstration de la nécessité. On oublie de dire les deux pans de la même affirmation. Tout à l'heure, je vous disais, je n'ai pas de certitude qui m'amène à penser que mécaniquement, c'est la position sociale de tel individu qui l'a amené à devenir délinquant. Mais je n'ai pas non plus de preuve du contraire, bien entendu. Je n'ai pas non plus de preuve du contraire. Je n'ai ni preuve de la liberté, ni preuve de la nécessité. Ni l'une ni l'autre. Il faut accepter cette limite définitive de notre pensée. Bergson, alors je reviens à Bergson, parce qu'il y a après un magnifique exemple que j'ai pris pendant des années au lycée du Monderville. Bergson dit, il invente pratiquement, il co-invente avec H.G. Wells la machine à remonter le temps, d'une certaine manière. Puisque dans l'évolution créatrice, à un moment donné, il dit la chose suivante. Comment est-ce qu'au fond je pourrais être persuadé qu'un acte est libre ? Il faudrait d'une certaine manière revenir en arrière. Alors je prenais l'exemple très simple, moi j'aime bien prendre des exemples au niveau de la motricité, tels que ceux que j'ai pris tout à l'heure, parce qu'ils ont le mérite d'être simples. À Dumont-d'Urville, dans le hall du bâtiment des prépas, il y avait dans le hall un escalier à droite de la porte et un escalier à gauche de la porte, quand on était dans le hall, qui montaient tous deux aux étages, qui montaient jusqu'au 3e étage. Ensuite, il fallait prendre un escalier si on allait au 4e. Je disais à mes étudiants la chose suivante. Tout à l'heure, je suis monté au 2e étage en prenant l'escalier de droite. Est-ce que c'est un acte libre ? Est-ce que j'aurais pu monter par l'escalier de gauche ? Je ne peux pas vous le démontrer. Alors évidemment, il serait tentant de penser qu'une machine à remonter le temps apporterait enfin cette démonstration tant souhaitée. Je prends la machine il est 8h05, je prends la machine à remonter le temps, je me retrouve à 8h-5, et cette fois à 8h-5, pour me prouver ma liberté, je prends l'escalier de gauche.
Est-ce que j'ai prouvé quoi que ce soit? Ben non. Ça n'efface pas le fait que j'ai pris l'escalier de droite la première fois. Ça ne l'efface pas. Bon, alors qui me dit maintenant que je ne suis pas tout autant dans la nécessité de prendre l'escalier de gauche la deuxième fois que j'ai été de prendre l'escalier de droite la première fois? Donc vous voyez, même une machine à remonter le temps, qui serait évidemment un instrument très séduisant, même si ça conduit à des paradoxes que les auteurs de science-fiction ont magnifiquement développés. Ouais, les multivers, voilà. Hein, même une machine à remonter le temps ne m'apporterait pas cette preuve. Donc c'est très beau cette idée de Bergson. Bon. Donc, effectivement, je n'ai pas de certitude. Hein, j'ai pas de certitude. Donc, il faut décaler le débat, ce que Nietzsche a parfaitement compris aussi. Hein. Il faut déplacer le curseur et déplacer le débat. Hein. Il faut, au lieu d'en faire une question intellectuelle, ce qui est impossible puisque la question est insoluble, définitivement insoluble. Je ne saurai jamais si mes actes sont libres ou déterminés. Il faut déplacer le débat. Il faut se demander quelle est la meilleure perception, quelle est la vision la plus épanouissante, qui déclenche le plus d'effets positifs, qui me met dans des rapports sympathiques avec les autres. Quelle est, en langage spinoziste, des deux visions, celle qui peut vous mener vers la joie et la béatitude et celle qui vous mène dans la tristesse et le malheur. Et la réponse spinoziste est catégorique. Hein. C'est évidemment le libre arbitre qui est cause de tristesse et de malheur. Hein, bon. Alors, ce n'est pas nécessairement pour cela qu'il faut choisir l'hypothèse de la nécessité, mais c'est quand même un argument intéressant. Donc, le débat ne se situe pas, même si Spinoza a une conviction. J'aime bien l'idée de Marcel Conche, de mon ami Marcel Conche, qui dit le philosophe, c'est quelqu'un qui a des convictions vécues. Hein, il n'a pas de vérité. Bon, il s'est forgé au fur et à mesure de ses réflexions, et Marcel Conche vient de publier un petit livre magnifique que je vous recommande, qui s'appelle Ma philosophie. Il a essayé de résumer toute sa philosophie en 50 pages, et il y est magnifiquement parvenu. À 92 ans, c'est quand même pas mal. J'espère faire aussi bien que si j'arrive à son âge. Donc, les convictions vécues. Le philosophe n'a pas de vérité, il n'a pas de certitude mathématique, de démonstration, mais il a effectivement des convictions. Donc Spinoza a la conviction de la nécessité, mais en même temps il sait parfaitement que cette nécessité n'est pas démontrable. Et donc il a l'intelligence de déplacer le débat comme Nietzsche le fera au sexe. Ne nous acharnons pas à savoir des deux conceptions quelle est la plus vraie, la plus adéquate, pour employer le jargon spinoziste, nous ne répondrons jamais. Hein, bon. Donc demandons-nous plutôt, puisque nous sommes devant deux possibles, en quelque sorte, deux interprétations qui ont toutes les deux leur vertu, leur qualité, leur cohérence, leur rigueur. Ce que Kant appellera une antinomie après Spinoza, peut-être remarqué d'ailleurs par Spinoza. Spinoza a beaucoup troublé Kant, hein, incontestablement, et Kant a lu Spinoza, hein, il n'y a pas de doute. Donc Kant, vous le savez, dans sa critique de la raison pure, appelle ça une antinomie. Hein. Les antinomies, c'est est-ce que le monde a commencé dans le temps, est-ce qu'il n'a pas commencé dans le temps, est-ce que l'homme est un libre arbitre, est-ce qu'il est dans la nécessité. Nous sommes devant deux positions qui resteront défendables jusqu'à la fin des temps. Hein. Bon. N'attendons pas que la science résolve ces contradictions insurmontables. Hein. Bon. Et donc, on peut peut-être regretter que Kant n'ait pas déduit tout ce qu'il aurait pu déduire de ces antinomies. Hein. Les antinomies, c'est un des plus beaux passages de la critique de la raison pure, qui est un livre presque illisible, hein, d'une complexité effarante. Mais Kant est en même temps un philosophe un peu frileux, qui veut restaurer, qui a peur qu'on dérive en dehors de la morale, qui est très inquiet à l'idée qu'on puisse sombrer dans l'immoralisme, etc. Donc c'est un philosophe à la fois révolutionnaire à certains égards, en même temps très, très réactionnaire au sens étymologique du terme. Donc on peut regretter que Kant n'ait pas tiré les conclusions de ces antinomies. Il y a des conclusions fortes à tirer des antinomies d'un point de vue pratique, précisément. Si je suis devant deux hypothèses contradictoires entre lesquelles je ne peux pas choisir intellectuellement, ben, il faut choisir un autre critère qu'un critère intellectuel. Et ce critère, il est moral. Voilà encore une fois de plus pourquoi l'éthique s'appelle l'éthique. Bon. C'est la seule explication. On est surpris de ce titre. Hein. Voilà un livre métaphysique. Pourquoi ce livre métaphysique s'appelle-t-il l'éthique? Parce que, effectivement, c'est ce déplacement du curseur. C'est ce déplacement de la démonstration. Je ne vais pas vous démontrer, mais je vais essayer de vous montrer, je m'appelle Spinoza, je vais essayer de vous montrer qu'en pariant sur la nécessité, hein, à partir d'axiomes, et Spinoza ne triche pas, puisqu'il appelle ses premiers points de départ des axiomes, hein, donc aussi indémontrables que les axiomes et les postulats d'Euclide. Donc, en partant de ces axiomes, Spinoza fait le pari qu'il va vous persuader petit à petit que choisir l'hypothèse de la nécessité est un meilleur choix pour l'homme
pour la société, pour notre bien-être, pour notre joie, pour notre existence. Hein, bon, voilà, il fait rien de plus, mais rien de moins. C'est-à-dire que c'est déjà considérable. On ne peut pas généraliser en disant qu'en philosophie, pratiquement, quel que soit le sujet qu'on aborde, on ne peut jamais rien démontrer. Plus exactement, le problème de Dieu est évident. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Tous les grands principes on peut rien démontrer. Tous les grands principes de toutes les grandes philosophies nous renvoient à des antinomies. J'en suis complètement persuadé. Hein. Bon, c'est pour ça que Marcel Conche a raison, et c'est pour ça qu'il m'est aussi sympathique de dire que le scepticisme est le fond de toute philosophie. Hein. Une philosophie qui n'est pas sceptique n'est pas une philosophie, c'est une idéologie. Hein. Et donc les philosophes qui sont partis d'une certitude absolue, par exemple la certitude de l'existence de Dieu, pour Marcel Conche, ce ne sont pas des philosophies. Ce sont des systèmes de croyance. Non, mais chez certains, ça devient, c'est le point non interrogé à partir duquel ils développent leur système. Voilà. Donc c'est ce que Marcel Conche reproche à la philosophie classique, d'être finalement occidentalocentrique ou judéo-christianocentrique, hein, c'est-à-dire d'avoir construit des systèmes de pensée, alors que ce qu'on attend du philosophe, semble-t-il, et là je suis complètement d'accord avec mon ami Marcel Conche, c'est un recul par rapport à ce qu'on lui a transmis, c'est une distance critique, quitte à y revenir. Bon, du temps lointain où j'avais des terminales, je leur disais, on reproche aux profs de philo de vous rendre athée, aucun prof de philo n'a jamais rendu aucun élève athée, hein, c'est parce que vous avez entendu un discours qu'à un moment donné est entré en concordance avec vos attentes ou votre évolution, mais je peux vous rendre ni croyant ni athée. Hein. Bon, ça c'est des fantasmes purs. Hein. Bon. Donc effectivement, la vraie philosophie, elle est une distance au départ, hein, par rapport à ce qu'on nous a mis dans la tête, culturellement, socialement, familialement. Bon, elle est d'abord cela. Hein. Bon. Si je construis ma philosophie à partir d'un héritage non interrogé, moi, je suis plutôt d'accord avec Marcel Conche, je ne suis pas un philosophe. Je suis tout ce qu'on veut, sauf un philosophe. Je suis un idéologue, je suis un croyant, je suis un dogmatique. Ou quelqu'un qui pourrait prouver tout et le contraire. Ou quelqu'un qui pourrait prouver tout et le contraire, absolument. Hein. Donc, des voilà. pas philosophe. Ah, pour Marcel Conche, non. Hein. Attends, il est catégorique. Hein. Il est extraordinaire, Marcel Conche. Il ne va pas avec le dos de la cuillère, si j'ose dire. Alors, très rapidement, bon, c'est la 51, des hommes divers peuvent être appliqués de diverses manières. Bon, mais là, on retrouve la singularité de nos expériences. Ça, c'est pas très compliqué, je passe vite. 53 et 54 qu'on peut commenter ensemble. Quand l'âme se considère elle-même, considère sa puissance d'agir, elle est joyeuse. Donc, ça reprend la proposition 28 par laquelle on a commencé tout à l'heure. D'autant plus qu'elle s'imagine elle-même et imagine sa puissance d'agir plus distinctement. Bien. Alors, évidemment, ça répond un peu à la difficulté qu'on voyait tout à l'heure. Bon, quand l'âme se considère, hein, d'autant plus qu'elle s'imagine elle-même et imagine sa puissance d'agir. Bon, plus distinctement, ce qui veut dire aussi qu'elle peut s'imaginer de façon confuse, bien sûr. Et ce qui explique du même coup les mauvais choix, hein, une âme qui se perçoit elle-même de façon inadéquate, à travers un premier genre de connaissance, par exemple, qui a une mauvaise interprétation de la causalité réelle qui l'a fait agir, et dans l'illusion, et elle peut croire, même si au fond d'elle, comme je ne contredis pas ce que je dis tout à l'heure, elle n'en est pas persuadée, qu'elle augmente sa puissance au moment même où elle est en train de se perdre et de s'aliéner. Donc on retrouve toujours ce critère de la puissance, hein, qui mène à la joie. Quand l'âme considère sa puissance, au fond, elle a un très bon critère, et cette puissance est en même temps, sur le plan de la passion, le phénomène de la joie. L'âme s'efforce d'imaginer cela seulement qui pose sa propre puissance d'agir. Là, on a une sorte d'impérialisme, le mot n'est pas trop fort, de la puissance. Bon, on est vraiment dans un immoralisme rarement atteint par un philosophe. Peut-être qu'il va au-delà de ce que Nietzsche lui-même a tenté de mettre en place. Nietzsche dit « je cherche à corriger les jugements moraux, mais j'admets que il faut conserver certains principes de la morale ». Spinoza nous demande pratiquement de jeter la morale, hein, à la poubelle. On n'a pas besoin de la morale. Hein. On n'a pas besoin des critères moraux. Nous avons le critère de la puissance, nous avons ce critère de la joie qui est un indicateur, qui est une boussole sans faille
qu'il faut évidemment travailler, parce qu'on peut être encore une fois dans l'illusion et dans la mauvaise représentation, mais on est dans cette dimension. Et je termine par la 59, qui est une sorte de synthèse parmi toutes les affections qui se rapportent à l'âme en tant qu'elle est active. Il ne s'agit pas des passions tristes, il ne s'agit pas de la passivité, il s'agit de l'action. Il n'y en a point qui ne se ramène à la joie et au désir. Alors le désir, on en a peu parlé, on en parlera davantage dans la 4e partie de l'éthique, avec cette formule que Spinoza répète à plusieurs reprises. Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, c'est parce que nous la désirons que nous la trouvons bonne. Donc quelque chose me met en mouvement vers un objet, vers une réalité extérieure, et cet acte, je dirais, qui est d'abord un acte mental, va me faire considérer cette réalité sous un regard bienveillant, avec des qualités que je vais lui trouver, bon, etc., etc. Donc, les affections qui se rapportent à l'âme, quand elles sont positives, se ramènent à la joie et au désir. La joie, encore une fois, est ce critère quasiment absolu. Alors, ce que je vous conseille, la prochaine fois, nous allons étudier la préface, la très belle préface et les définitions du livre 4, plus un certain nombre de propositions. Donc, on ira plus vite sur le livre 4, qui pose, semble-t-il, moins de problèmes, qui, au départ, je vous l'ai dit, ne faisait qu'un avec le livre 3, dans une première rédaction. Mais ce que vous pouvez faire, vous avez vu que Spinoza réécrit ce qui est étonnant, ce qui prouve qu'il n'est pas entièrement satisfait peut-être de son premier jet, qui n'était pas tout à fait un premier jet d'ailleurs, mais bon, il va réécrire cette 3e partie de l'éthique en donnant des définitions. Donc c'est ce que vous trouvez dans la fin de cette 4e partie, donc qui est un résumé en quelque sorte, un résumé sous forme de définitions et de propositions en une vingtaine de pages. Donc vous pouvez, une bonne façon finalement d'assimiler et de réviser entre guillemets ce livre 3, c'est de lire cette vingtaine de pages. Dans mon édition, ça va de la page 196 à la page 216, donc c'est une vingtaine de pages exactement. Donc vous pouvez lire ce résumé, qui est un beau résumé, très synthétique, qui vous permettra de voir si l'essentiel de ce livre 4 vous a été compréhensible, s'il y a des points, s'il n'y a pas de points qui restent obscurs, et donc à partir de là, on pourra faire un petit bilan et entamer la lecture du livre 3. Donc lisez ces 20 pages et puis lisez au moins la préface du livre 4 pour que nous puissions entamer cette lecture. Je vous rappelle comment on a décidé de procéder. J'ai isolé un peu artificiellement dans le livre 4 les propositions qui relèvent donc des affections. Elles relèvent toutes des affections, bien sûr, mais j'ai séparé celles qui relèvent uniquement des affections, qu'on étudiera le 13 février, la semaine prochaine, de celles qui sont politiques au sens large du terme, qu'on étudiera le 20 février. Voilà comment nous procéderons. Voilà, merci et bonne semaine et à la semaine prochaine.